Merci à tous d'être venus et on va discuter aujourd'hui de comment faire pour que chaque rencontre soit une opportunité. C'est le début d'année, on s'est tous rassemblés ici pour rencontrer du monde. Les occasions de rencontrer du monde, ça manque pas. Hein, on a là un réseau comme ici, on peut rencontrer des gens au café, on peut rencontrer des gens dans des coworking, on peut rencontrer des gens via nos différents statuts professionnels. Mais comment faire pour que ces rencontres vraiment elles soient profitables et que vraiment elles nous servent et elles servent l'autre et qu'au lieu que ce soit des rencontres de surface, ce soit des vraies rencontres nourrissantes, des rencontres de profondes. C'est pour ça qu'on parle de réapprendre à collaborer. Est-ce que vous êtes prête, Fanny? Oui. C'est parti. On est tous venus avec des résolutions ici, oser faire le premier pas, aider de futurs entrepreneurs, développer sa visibilité, on les a vus tous les autres. Chacun vient ici avec sa quête personnelle et ses objectifs pro personnels. Trouver un local, développer un nouveau service. Et peut-être qu'en fait la réponse, elle est déjà ici. Elle est déjà dans cette pièce. Il ne reste plus qu'à la trouver et apprendre à comment la trouver. Et si elle n'est pas dans cette pièce, peut-être que la réponse, c'est l'ami d'une des personnes qui est dans cette pièce ou une des connaissances d'une des personnes dans cette pièce. Alors comment faire pour réussir à les trouver? Comment faire pour pas rester à la surface de nos conversations? On va vous donner 3 astuces directement dès aujourd'hui que vous pourrez utiliser à partir de cette conférence. On va aborder 3 principes et on vous donnera 3 défis. 3 défis que vous pourrez mettre en place dès cette semaine pour changer votre façon d'entrer en relation et faire de chaque rencontre une vraie collaboration. Alors avant, on voudrait faire une parenthèse historique sur mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à collaborer? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à rentrer en lien? Parenthèse historique avec un mammouth pour rappeler quand même qu'on est au Moyen-Âge. D'où ça vient une histoire dans l'entrepreneuriat? Pourquoi on a du mal à collaborer aussi? Parce qu'il y a aussi toute une histoire philosophique qui est derrière. Ça date de Plaute, l'homme est un loup pour l'homme, qu'après on a voulu attribuer à Hobbes. Hobbes, le monde du vivant, c'est la lutte de tous contre tous. Et on est un peu nourri de cette idéologie. C'est Darwin qui a été détourné à la survie du plus fort par la sélection naturelle avec cette idée du darwinisme social, c'est-à-dire puisqu'on observe de la sélection naturelle et de la lutte pour la survie dans la nature, c'est pareil entre les hommes, c'est la rivalité, c'est la concurrence, il faut écraser l'autre, sinon c'est moi qui me fais écraser. Et on a quand même un peu cette mentalité, elle peut nous toucher également dans l'entrepreneuriat. La notion de concurrence, l'autre il va me piquer mes idées, il va faire pareil que moi. Qu'est-ce que ça a pour En fait, ça surtout, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça sert? C'est une forme de conditionnement dans lequel on baigne, sociétal, qui va prendre naissance exactement autour de la période de Hobbes. Il se passe un phénomène assez impactant et assez important à la même période, dans les années 1600, c'est qu'il va se passer en Angleterre et aussi en France le phénomène du développement des enclosures. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusque-là, la forêt, les champs, ce sont des domaines publics en fait, où ils appartiennent au seigneur local. Au seigneur, merci, au seigneur. Mais il y a un accès qui est libre. Tout le monde peut accéder à la forêt, peut accéder aux champs, et à ce moment-là, on va légiférer pour que ce soit plus le cas, pour pouvoir privatiser les terres. Et donc, on va poser des enclos, d'où non enclosure. On va poser des barrières et on va finalement empêcher cet accès aux ressources naturelles. On part du principe que cet événement particulier porte la naissance du capitalisme en lui. C'est là que ça va se développer. Donc, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça sert ? Qu'est-ce qu'il en découle pour l'entrepreneuriat aujourd'hui? Là, on s'est fait un petit retour historique et politique et également philosophique. Qu'est-ce que ça sert? Ça amène à cette image de l'entrepreneur que voilà. Voilà. L'entrepreneur qui est roublard, qui va faire tous les coups pour réussir à gagner de l'argent et qui finalement se retrouve également très seul. Même quand il est au sommet de sa gloire, il va se retrouver très seul et c'est quelque chose qu'on peut ressentir tous quand on est entrepreneur. Ce petit moment, on se dit merde, en fait, je suis en train de développer mes choses, je suis en train j'ai mes défis, j'ai mes trucs que je veux faire avancer, mais c'est moi aussi qui tire la charrette tout seul. Du coup, on a cette culture du self-made man, celui qui s'est construit tout seul, celui
qui va pas montrer sa vulnérabilité, qui va être peu connecté à ses émotions, du coup, qui finalement finit par se confondre avec son costume. C'est quelque chose qu'on va retrouver quand on rentre en relation avec la bonne vieille question. Ça va? Ah ouais, ça va. Et puis on s'arrête là et on reste sur des conversations complètement de surface qui sont pas du tout intéressantes. Et puis la question suivante, c'est et sinon tu fais quoi dans la vie? Et voilà. Et après on se retrouve, on reparle du costume, là, ce magnifique costume, la cravate. On parle que de ça. Et en fait, au fond, je sais pas, vous avez peut-être déjà vécu ça dans d'autres réseaux où on ressort de là en se disant, bah, en fait, on a échangé des cartes de visite, on est resté sur notre business, mais c'est pas des rencontres nourrissantes. On se souvient pas forcément des gens qu'on a rencontrés. C'est vraiment de connexion profonde. Ouais. À côté de ça, en fait, il est possible de se raconter une autre histoire et surtout d'observer que, en particulier, le darwinisme, c'est quelque chose qui a été détourné. Et que l'idée de la compétition, c'est pas du tout quelque chose d'unique dans le monde. Peut-être qu'il est possible de raconter une autre histoire. Et oui, parce que tout ça, bah, comme on n'a pas choisi cette image par hasard, hein, tout ça, c'est des mythos. C'est des mythologies. C'est des mythologies. C'est les histoires qu'on choisit de se raconter. Et nous sommes profondément les histoires que nous nous racontons. On le sait. Toutes les neurosciences, elles parlent de ça. Nous sommes les histoires que nous racontons. Heureusement, on peut choisir de se raconter une autre histoire. On peut choisir l'histoire qui nous plaît. On peut l'écrire. Et cette histoire-là, on peut la voir simplement en observant la nature. Une petite loutre. Darwin, il est connu pour la fameuse sélection naturelle, mais en fait, ça a été une sélection simplement de ce qu'il a raconté. Quand, dans 2 autres livres qu'il a sortis derrière, dont La filiation de l'homme, il parle beaucoup des instincts sociaux et de coopération de l'être humain. Et si l'être humain, oui, est soumis à la sélection naturelle, mais ce qui lui permet d'exister et d'être là où il en est, c'est parce qu'il a des instincts sociaux, parce qu'il est capable de coopération à haut niveau. D'ailleurs, la coopération, on l'observe dans beaucoup d'endroits dans la nature, et on va pas le détailler ici. Mais en gros, l'homme, il arrive à survivre justement parce qu'il est sociable. Et parce qu'il va pas rester seul. Alors, je vous invite deux auteurs que j'aime beaucoup, entre Pierre Rabhi et France Deval. France Deval, c'est un primatologue qui observe beaucoup les singes et comment les singes coopèrent entre eux. Et finalement, on est des grands singes qui mettons des vêtements et qui avons des cartes de visite, mais on reste quand même essentiellement des primates. Ouais, moi je suis assez passionnée par la culture celtique aussi, et ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'époque, face à un environnement qui est extrêmement hostile, ce qui prime, ça va être la tribu, le clan, la communauté. Et il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, la peine de mort, c'est l'exclusion, c'est le bannissement. Quand on est banni de la communauté, on est seul face à l'hostilité de l'environnement, et pour eux, ça équivaut à une peine de mort. Et c'est intéressant de le garder en tête, parce que finalement, l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'observer ce qui se passe dans la vie et de se dire, bah, entre nous, on peut faire exactement la même chose. Entre nous, avec tous nos défis personnels, se dire, mais la réponse, elle est ici. Et c'est peut-être comme ces petites loutres, en se donnant la main, qu'on va réussir, chacun va réussir grâce à l'autre. Avec Fanny, on anime des séjours dans lesquels on a des entrepreneurs aussi qui viennent et on amène les gens à des hauts niveaux de coopération. Voilà ce qu'on vit en fait. On a des moments où ici on a quelqu'un qui tient un domaine viticole. Je vous imagine pas avec une pression, avec de la tradition, avec beaucoup d'attentes sur les épaules. Qui doit vendre des litres et des litres de vin, qui doit tout produire, tout fabriquer, enfin etc. Là ici c'est quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Et ça c'est plutôt l'image de l'entrepreneuriat qui nous paraît intéressante, qui nous paraît quelle personne on pourrait être autrement. Peut-être que plus en se serrant la main, en se donnant les coudes, en se serrant les coudes et en se donnant la main, dans cet ordre-là. Bref, vous testerez des positions différentes. Chacun a la réponse que l'autre attend. Et je crois que c'est intéressant de voir que déjà sur les visages, on peut voir qu'il y a l'émotion qui est présente et qu'il y a une rencontre qui se fait. Et on peut même observer un petit peu à l'arrière que ça impacte l'ensemble du groupe, ce qui est en train de se passer. Alors on va vous proposer maintenant 3 principes pour réussir à... En fait, ce qui nous manque dans nos sociétés, c'est comme elle est construite sur ce mythe du self-made man, on nous apprend à être dans la compétition, on passe des concours, on a des examens, mais comment faire pour réussir à arriver à ce type de coopération? En fait, on est très peu éduqué à ça, et collaborer, ça s'apprend. Donc on va vous donner 3 premières choses pour collaborer autrement, et faire que ici, en venant à Morning Networking, vous allez peut-être réussir à faire des collaborations plus intéressantes, à faire des rencontres qui seront différentes et que toutes les façons dont vous allez intervenir, vous, dans ce réseau, ça sera différent de ce que vous avez pu connaître ailleurs.
Et au-delà de collaborer, il y a relationner. Et nous, on est parti du principe que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'écrire quelque chose de différent. Le mur, ça marche pas. Allez, le principe, c'est identifier sa singularité, réaliser à quel point on est unique. Identifier sa singularité, ça permet d'abord de sortir de la notion de concurrence. À partir du moment où je comprends qu'il n'y a que moi qui suis moi et l'autre, il est que lui, ben on n'est pas au même endroit, on n'est pas au même... Il n'y a pas de place à défendre, il n'y a pas des choses différentes. Chacun a quelque chose d'unique à apporter au monde. Donc on a différents outils de profilage qui permettent de mettre des mots aussi dessus, apprendre à se connaître. Et qui nous ont nous-mêmes beaucoup aidé dans notre binôme, hein, clairement. Génial les coachs, je suis coach, et on pourrait se dire « Oh là là, mais on fait la même chose, c'est terrible !» Pas du tout, parce que sa façon de faire, son style qui elle est, n'a rien à voir avec ma façon de faire, mon style qui je suis. On n'attirera pas les mêmes personnes, on parlera pas de la même chose. Et on n'a clairement pas la même clientèle. On n'a pas les mêmes caractères. Ouais, on s'entend bien. Parce que c'est la complémentarité. C'est ça. Mais c'est ça, mais ça nous a énormément aidé parce que comprendre nos modes de fonctionnement, ça nous aide aussi au quotidien à être une vigie pour l'autre. Dès qu'on voit que l'autre commence à se désaligner, on sait pourquoi et on sait ce qu'on peut appliquer pour l'aider à revenir à l'équilibre. Et ça devient hyper collaboratif. Et souvent, on va rechercher chez les autres qu'est-ce qui me ressemble. Est-ce qu'on a les mêmes passions? Est-ce qu'on a les mêmes hobbies? Et comme ça, on se sent un peu rassuré. On se dit, on se ressemble parce que telle ou telle raison, on vient de la même école, on vient de la même ville. Ah, toi aussi, t'es français quand on est au Vietnam, c'est génial. C'est, je pense, beaucoup plus intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui est différent chez l'autre, qu'est-ce qui est inhabituel, parce que ce que l'autre sait faire, peut faire, est, qui l'autre est, bah, c'est une source de curiosité et une source pour me faire grandir. Et puis, pour revenir au boulot, c'est peut-être quelque chose qui va me compléter. Et inversement, étant moi-même très différent de l'autre, je vais peut-être pouvoir le compléter. Et en miroir, chacun va pouvoir aussi mettre le focus sur ce qui est surprenant chez soi et ce qui va nous permettre à notre tour de pouvoir parler de nos différenciations, des choses qui nous rendent uniques. Alors, on vous propose, pour commencer à identifier très simplement qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui vous rend différent, un petit défi. Et comme on est tous là, tout le monde va le relever. Ce défi, c'est, vous allez envoyer, si ça vous tente, un SMS à 5 amis en demandant « mais qu'est-ce qui fait que je suis unique ?» C'est quelque chose qui va vous prendre au moins 5 minutes à faire et peut-être que vous serez étonné des réponses que vous recevrez. Déjà, c'est un premier moyen pour poser des mots sur qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et différent des autres. Tout de suite là maintenant, c'est ça? Ah, comme vous avez envie, mais en tout cas, ce serait intéressant de l'avoir fait dans la semaine pour... c'est quelque chose qui va profondément nourrir déjà votre pitch, hein, aussi, votre façon de vous présenter dans les réseaux. Voilà, nous, mercredi, on était à l'Estia, on apprenait à des jeunes de 20 ans qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir à dire sur eux de différenciant. Et c'est vrai, quand on a 20 ans, on a l'impression qu'on n'a rien vécu. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai à mettre en avant? Et en fait, c'était étonnant de voir à quel point il y a déjà des choses extrêmement atypiques, surprenantes, intrigantes. On leur demande de se définir en 3 mots. Et par exemple, il y en a un qui nous sort le mot moi, un de mes 3 mots, c'est sacrifice. Ok, dis-moi plus. Et ça y est, on a enclenché de la relation, on a enclenché de l'émotion, on a intrigué. Il y en a un autre, son mot c'était étoile, je suis un sniper. On a des choses déjà à dire, voilà. Je parle peu, je vise juste. Et hop, il y a quelque chose de différenciant et d'hyper intéressant à valoriser. Et quel est le deuxième principe dont on va parler? Je sais plus. Alors, parler de ce qui me meut. Ce qui me meut. Alors, pourquoi on parle du Seigneur des Anneaux ici? À cause de l'anneau? Ah. À cause de la légende personnelle. Moi, j'ai un principe qui nourrit absolument toute ma façon de travailler, c'est que je suis persuadée que chacun de nous est porteur d'une aventure plus grande que lui. Et nous sommes tous le héros de notre propre histoire. Il suffit juste, d'aller creuser un petit peu plus. Et ça donne du sens, en fait, à absolument tout ce qu'on va mettre en place dans le monde. Chacun... J'aime bien l'image du Seigneur des Anneaux parce que ici, chacun vient avec sa quête. Entre Frodon qui doit aller jeter l'anneau, entre Sam qui doit protéger son copain, entre Gollum, on n'a pas très bien compris sa quête, mais à la fin, c'est quand même lui qui détruit l'anneau. Hein.
Aragorn qui doit devenir le roi. Chacun a sa quête unique. Mais ce qui fait qu'ils vont tous y arriver, c'est qu'ils vont être partenaires et solidaires les uns des autres. La quête de Gollum, c'est se libérer de son addiction et du pouvoir de la Voilà. Surtout qu'il est sorti un peu aussi du personnage. Mais voilà. Et ce qui Et est on a une- intéressant, c'est de voir que chacun porte son histoire, chacun porte sa quête, chacun porte sa motivation différente, et chacun a son rôle à jouer. Chacun participe, chacun a quelque chose à apporter à l'ensemble. Ça permet de regarder les autres comme peut-être un des personnages de votre quête personnelle. Et ça entraîne des conversations qui sont beaucoup plus intéressantes quand vous commencez à parler de vos passions, de vos talents, de vos valeurs et des expériences marquantes. Et là, quand vous commencez à relationner, au lieu de dire « moi je fais ci, je fais ça, voilà mon boulot », on parle du pourquoi je suis en train de le faire. Et on vous propose un défi. Et on parle de beaucoup plus de qui vous êtes derrière le costume. On vous propose un défi pour apprendre à le faire dès maintenant. Ce défi, et ça va être ça, on va pouvoir l'appliquer dès qu'on sera en train de se rencontrer, c'est poser des questions sur qu'est-ce qui motive les gens derrière. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ce que tu fais? En quoi développer un site, c'est vraiment important? En quoi faire de la communication, c'est vraiment important? Et là, on va toucher la quête personnelle. On vous propose un troisième principe. Fanny, il est pour toi. La relation constante. Je sais plus du tout ce que je dois dire là-dessus. Hein. On a parlé tout à l'heure des quêtes. Oser l'authenticité émotionnelle dans notre façon de relationner, c'en est une très bonne à avoir en tête quand on vient dans un réseau. L'authenticité émotionnelle nous permet de relationner profondément, puisqu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une rencontre a lieu? C'est quand quelque chose m'a touché émotionnellement chez l'autre. C'est là que la relation elle naît, c'est là qu'il y a un besoin de connecter émotionnellement avec l'autre pour avoir une vraie rencontre profonde. Qu'est-ce qui fait que je vais sortir d'une rencontre réseau nourrie? C'est quand j'ai été touchée, c'est quand il y a eu de l'émotion, quand il y a eu du partage authentique. Mais comment fait-on? On vous propose un autre défi pour apprendre à parler authentiquement de soi, et extrêmement simple que vous pouvez appliquer tous les jours, à peu près 20 fois par jour. À chaque fois que quelqu'un vous pose la question « Comment ça va ?», au lieu de répondre « Ah ouais, ça va. Et toi, comment ça va ? Ça va. » Et c'est passionnant comme conversation. C'est un exercice pour s'amener à être authentique avec soi-même. Au moins répondre à la question. Alors moi, je déballe pas ma vie non plus. Ah ouais, hier, je me suis engueulé avec ma mère et blablabla. C'est pas ça. Suffit de dire, bah, quand ça va, vous dites, ouais, super, super forme, etc. Et quand ça va comme ça, vous dites, bon, en ce moment, c'est un peu tendu, mais bon, on fait avec. Moi, j'aime bien la, mais bon, je fais avec, qui permet quand même de pas rentrer dans les détails de sa vie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des occasions pour faire le check de où est-ce que j'en suis, il y en a plein pendant toute la journée. Au moins, à chaque fois, avoir cette authenticité de dire bah, où est-ce que j'en suis vraiment. Et il y a quelque chose, vous verrez, dans la relation qui est très différent. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui est tendu comme ça, puis qui vous dit comment ça va, bon, vous vous dites non, ça va pas. Mais il veut pas m'en parler, donc il veut pas rentrer en relation avec moi. Bah, c'est exactement pareil en effet miroir. À partir du moment où vous dites je suis un peu tendu en ce moment parce que j'ai beaucoup de stress, mais bon, je fais avec, bah, ça y est, vous pouvez commencer à rentrer en relation sans s'étendre dessus. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui va vous étonner si vous lancez vraiment à faire ce défi-là, c'est comment ça va faire miroir chez l'autre et comment tout de suite, très vite, vous allez apercevoir que les gens, vous venez de leur donner une autorisation en faisant vous-même et ils vont se mettre à le faire. Et ils vont se mettre à avoir des discussions avec vous plus profondes qu'ils n'ont jamais eues. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant à vivre. Il y a vraiment ce truc viral qui va se transmettre, qui va par l'exemple se diffuser. Et c'est hyper agréable à vivre. Alors aujourd'hui, en fait, en tant qu'entrepreneur, bah, vous pouvez un peu choisir la façon dont vous vous relationnez, dont vous communiquez. Vous avez le choix entre notre ami le loup de Wall Street et une autre façon peut-être plus riche, plus profonde, plus nourrissante d'être entrepreneur. C'est à vous de choisir quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter. On est venus tous ici avec nos objectifs professionnels, avec nos défis, nos résolutions pour l'année. Comment est-ce que vous allez faire pour les réussir? On vous souhaite que la force soit avec vous et de choisir le bon côté de la force. Bravo.
Alors, juste pour résumer, aujourd'hui l'entrepreneur, si on considère l'entrepreneur comme un héros moderne, voilà, on aime bien nos héros modernes, qui sont peut-être un peu plus simples, un petit peu plus dépouillés des costumes, et un peu plus naturels, un peu plus détendus. C'est quoi la carte du héros? Où est-ce qu'il veut aller? Quelle est la quête dans laquelle il veut aller? Et quelles sont, une fois qu'on a sa quête, comme Ulysse, on essaye, Ulysse il s'est un peu perdu, bref, on essaye de se donner des étapes. Par quel chemin je vais y arriver à cette quête? Parce qu'une fois que j'ai défini mon chemin, je vais pouvoir rencontrer du monde, que ce soit en choisissant de venir ici, en choisissant aussi d'appeler, de prospecter lorsqu'on travaille. Quelles sont les étapes par lesquelles je vais y arriver? La force des héros modernes, c'est connaître sa singularité. Quels sont les talents qui me rendent inimitable? Comment est-ce que je peux construire ces relations qui vont être nourrissantes et porteuses? Quelles ressources est-ce que j'ai jamais identifiées? Le cercle des héros modernes, est-ce que tu veux nous en parler? Une fois, on l'a vu avec le Seigneur des Anneaux, une fois qu'on a défini sa quête et qu'on sait ce qui nous rend singulier, il est intéressant aussi de trouver son équipage, construire les gens sur lesquels qui vont pouvoir être soutien pour mener sa quête à bien, parce que c'est le meilleur gage de durabilité de la motivation. En fait, qu'est-ce qui entretient notre motivation? C'est le fait d'être ensemble, de travailler en équipe, de se renvoyer des choses, de faire circuler l'énergie ensemble. Être entrepreneur, c'est avoir des objectifs qui sont quand même très concrets. On a tous du chiffre d'affaires, on a tous des rencontres, on a tous de la prospection, on a tous de la communication, on a tous du travail. Mais peut-être qu'envisager une autre façon de le faire, plus collaborative, c'est ça qui nous permettra d'y réussir. Après cette formation, on a décidé de vous proposer un pack en 3 étapes. En fait, on vous propose, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, 3 ateliers sur une demi-journée où on va aborder ces 3 points pour aller plus en profondeur. Ces 3 ateliers, on les propose à 580 € pour les 3 ateliers en pratique. Sur le site de Morning Networking, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire.